Pirée se composait de 3 secteurs principaux, le port militaire, l'emporion et le quartier résidentiel. Au 5e siècle avant l'ère commune, il était devenu non seulement le quartier général naval d'Athènes, mais aussi le centre marchand de la Méditerranée. L'aménagement du Pirée, au 5e siècle avant l'ère commune, attira une vaste population. De nombreux artisans, marchands, banquiers, navigateurs et armateurs rejoignirent le port. Sa population était composée de citoyens locaux, d'étrangers et d'immigrants à statut spécial, les métèques. La variété de ses habitants conférait au Pirée une atmosphère très cosmopolite. La plupart des résidents pratiquaient le commerce, mais d'autres travaillaient dans la construction navale ou sur des secteurs plus industrialisés, comme la fabrication de boucliers. L'orientation marchande du Pirée offrait bien des opportunités à ceux qui cherchaient à accroître leur richesse ou leur statut social. Ce fut notamment le cas de Pasion, un esclave qui finit par acquérir la citoyenneté et gagna une fortune grâce à sa banque et à sa manufacture de boucliers. Le Pirée constituait un dème, ou district, de l'Attique. À cause de sa taille, de sa fonction et de sa population très variée, sa structure administrative était bien plus complexe que celle des autres dèmes. En raison de son importance pour la cité, le Pirée était suivi et contrôlé de près par l'Assemblée d'Athènes. Au sein du port, il existait 2 catégories d'activités marchandes. Le commerce international, situé dans l'emporion, et le commerce de détail, dont s'occupaient les kapelloi, sur l'agora du Pirée. L'emporion était le port de commerce consacré aux marchandises provenant de l'étranger. Toutes les transactions internationales devaient se dérouler sur ce site et ne portaient que sur le commerce de gros. Des magistrats élus géraient l'ensemble des activités et des lois du port. De leur côté, les autorités portuaires supervisaient les activités commerciales et s'occupaient de la régulation des prix. Cette tâche était cruciale, car le volume des marchandises pouvait varier considérablement, en fonction de facteurs tels que des mauvaises récoltes ou des naufrages. Parmi les produits couramment vendus à l'emporion, on peut citer les légumes, les fruits, le poisson, le cuir, le bois, le marbre, les métaux, les armes et les poteries. Selon Hermippe, Athènes était également assez riche et rayonnante pour s'offrir les meilleures marchandises du monde entier, parmi lesquelles les figues de Rhodes, les amandes de Thasos, l'huile de Samos et le vin de Chios. Des impôts étaient prélevés sur toutes les marchandises arrivant à l'emporion, ce qui représentait une source de revenus importante pour Athènes. À leur arrivée à l'emporion, les marchands présentaient des échantillons de leurs marchandises dans un lieu appelé deigma. C'est là que les citoyens et les étrangers se réunissaient pour officiellement conclure leurs affaires, et presque toutes les marchandises arrivant à l'emporion étaient échangées à cet endroit. La deigma était constamment supervisée par les magistrats, qui négociaient le contrôle des prix avec les importateurs. Ils accordaient parfois des privilèges spécifiques à ceux qui acceptaient de vendre moins cher. Ces privilèges allaient de l'exemption de certains impôts à des places réservées au théâtre. Le Pirée constituait un dème, et en tant que tel, était dirigé par un magistrat appelé démarque. Si la plupart des démarques étaient choisis au sein de leur dème, celui du Pirée était nommé directement par Athènes, afin que la cité puisse veiller au mieux sur ses intérêts commerciaux. En fait, tout ce qui concernait l'emporion, le port militaire et le commerce du grain était régulièrement débattu et régi par l'Assemblée athénienne. Les transactions au sein du Pirée étaient supervisées par les métronomoi. Ces métronomoi étaient des magistrats chargés des poids et des mesures. Ils veillaient à ce que les mesures des marchands soient toujours exactes, afin d'éviter les escroqueries et les fraudes. Le Pirée se développa au point de devenir une ville à part entière, mais demeura cependant sous le contrôle d'Athènes. Un impôt de 2%, ou pentécosté, s'appliquait à toutes les marchandises rejoignant ou quittant le Pirée. Cet impôt était collecté par un groupe de 5 hommes appelés pentékostologoi. Selon Odocide,
il était possible d'acheter cette charge pour la somme conséquente de 30 talents, soit 180 000 drachmes. Mais la plupart de ces percepteurs faisaient un bénéfice conséquent. Ce travail était donc à terme très lucratif. La valeur des marchandises était établie par leurs propriétaires, mais les Pentecostologoi pouvaient, s'ils le souhaitaient, la remettre en cause. En outre, les marchands étaient obligés de s'enregistrer auprès de ces percepteurs pour avoir le droit de transporter, présenter et vendre leurs produits. Ce système rapportait au Pirée, et par extension à Athènes, des sommes considérables. Le commerce du grain était supervisé par des magistrats spécifiques, appelés cytophylakès. Dans la mesure où certaines cités de Grèce manquaient de grains et dépendaient beaucoup des importations, ces hommes avaient un rôle très important. Leur tâche recouvrait tous les aspects du commerce du grain, notamment le contrôle des prix, les bénéfices, afin qu'Athènes demeure bien approvisionnée. Cela n'a rien de surprenant. Le grain était tellement crucial pour Athènes que la loi imposait que les 2/3 de tous les stocks soient transportés et vendus à l'agora. Si l'on en croit Démosthène, le rôle des cytophylakès était si important qu'ils risquaient d'être exécutés s'ils venaient à manquer à leur devoir. Le fonctionnement de l'emporion reposait sur le crédit et l'emprunt. Le commerce international était assuré par 2 types de négociants. Les emporoi transportaient des cargaisons à bord de navires qu'ils louaient, tandis que les nocléroi étaient propriétaires de leurs navires. L'emporion abritait aussi banquiers et comptables, qui accordaient des prêts et assuraient le suivi des navires à l'arrivée et au départ. Emporoi et nocléroi finançaient leurs voyages à l'aide de ces prêts, dont les intérêts étaient souvent conséquents en raison des risques liés à la navigation. Les emporoi utilisaient les prêts pour acheter la cargaison et louer un navire, alors que les nocléroi n'avaient que l'équipage à payer. Le capital et les intérêts d'un prêt étaient versés au retour du navire. Cependant, en cas de désastre tel qu'un naufrage, le marchand et le propriétaire du navire étaient libérés de leurs obligations, et les pertes incombaient aux prêteurs.